Maintenant, pour analyser les derniers développements dans l'affaire SNC-Lavalin, je reçois Geneviève Tellier, qui est politologue à l'Université d'Ottawa. Bonsoir, Mme Tellier. Bonsoir, Mme Bégin. D'abord, sur la Chambre des communes, qui est encore une fois paralysée, c'était le cas il y a 2 semaines, est-ce que le Parlement canadien est devenu dysfonctionnel à cause de l'affaire SNC-Lavalin? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? À un certain point, oui, dysfonctionnel parce que l'opposition ne veut pas lâcher le morceau puis ramène toujours le même sujet sur le tapis. Pendant ce temps-là, on ne parle pas d'autres dossiers. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est le fait que les conservateurs n'aient absolument pas discuté du budget qui a été déposé par le gouvernement libéral. Il y aurait quand même beaucoup de choses à dire d'un point de vue conservateur sur ce budget-là. Je pense juste, par exemple, au déficit. Et on n'entend rien, ce qui est assez surprenant. Donc, tout ce qui est question importance de fond semble évacué à cause de cette histoire-là, quand je ne veux pas appeler un scandale, là, mais... Tout prend le bord parce qu'on veut ramener Mme Wilson-Raybould, entre autres, témoigner devant le comité de la justice sur la présence, justement, de Mme Wilson-Raybould au caucus libéral et aussi la présence de Mme Jane Philpott. Est-ce qu'elles vont pouvoir rester dans le caucus, vous pensez? Parce qu'il y a beaucoup de spéculations au moment où on se parle. Il y en a beaucoup, puis il y en a beaucoup plus depuis quelques heures, et ça commence à devenir de plus en plus difficile pour elle de rester. Quand Mme Wilson-Raybould a décidé de présenter son enregistrement au comité de la justice, je pense que là, c'est devenu un point de non-retour. C'est-à-dire qu'elle continue à harceler son premier ministre, à montrer des documents qui font mal paraître son parti, qui mettent son parti dans l'embarras. Et on peut même se poser jusqu'à quel point c'était éthique d'avoir un tel comportement comme ça. Et donc, ça devient difficile pour elle de rester. Bien, vous dites que ça devient difficile pour elle de rester, mais ça ne devient pas aussi un peu difficile pour les députés, pour le caucus, de les garder? Bien, je peux juste m'imaginer, moi, à leur place, puis me dire, bien, est-ce que je suis enregistrée, premièrement, quand je parle? Puis si oui, qu'est-ce qui va arriver? Et donc, quelle est la teneur de la confidentialité? On sait qu'au caucus, il y a beaucoup de décisions qui sont prises qui doivent demeurer confidentielles. Et donc, ça doit certainement mettre mal à l'aise beaucoup de personnes. Est-ce qu'il y a d'autres enregistrements qui existent? On ne le sait pas. On ne sait pas où ça va finir. Et elle continue à faire du dommage, surtout Mme Wilson-Raybould. Et je pense que juste pour cette raison-là, pour les libéraux, ça doit être difficile. Sur l'enregistrement, justement, par Mme Wilson-Raybould, du greffier du conseil privé, le plus haut fonctionnaire au pays, à son insu, rendu public, évidemment, vendredi, qu'est-ce qu'il faut en penser? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qui est quand même, elle était procureure générale du Canada au moment de faire cet enregistrement-là, à son insu. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça étrange. Je ne sais pas si c'est illégal ou non. Je ne suis pas juriste. Mais à mon point de vue, pour une personne qui dénonce des agissements qui étaient légaux, mais non éthiques, si on veut, elle-même se comporte de cette façon-là. C'est-à-dire que sur un point de vue éthique, c'est pas légitime d'enregistrer, surtout le greffier, d'enregistrer quelqu'un à son insu et ensuite de dévoiler ces enregistrements-là. Et donc, si elle veut montrer des choses qui lui paraissent problématiques sur le point de vue de l'éthique, je suis surprise d'avoir adopté un tel comportement. Est-ce que vous pensez que ça démontre une fracture importante au sein du gouvernement Trudeau au moment où elle a fait ces enregistrements-là, cet enregistrement-là? Je ne suis pas sûre au moment parce que le moment me pose problème. C'est-à-dire que ça arrive assez tard dans les faits. C'est au mois de décembre alors que les événements se seraient produits au mois de septembre. C'est elle qui contrôle aussi la discussion sur ces enregistrements. M. Wernick ne sait pas qu'il est enregistré. Elle le sait. Et on ne sait pas pourquoi tels sujets ont été abordés. Ça offre une version incomplète, j'ai l'impression, de la situation. Plutôt à son avantage, mais je n'ai pas l'impression qu'on a le tableau complet. Sur cette crise comme telle, parce que cette semaine, on entre dans la 9e semaine de crise de l'affaire SNC-Lavalin. Les libéraux ont perdu, 2 ministres, une députée, le plus haut fonctionnaire au pays, le plus proche conseiller de Justin Trudeau. Et c'est pas fini parce qu'on attend justement ce qui va se dire, en fait, les documents que M. Botts a rendus publics, mais en fait, on va les rendre publics dès qu'ils vont être traduits. Donc, si vous le disiez il y a un instant, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'on doit penser de la façon dont cette crise est gérée depuis le début? Qu'est-ce que ça nous dit de la gestion de cette crise-là? Je pense que depuis le début, on est d'accord pour dire que c'est un problème de communication, de gestion des communications. Puis je vous dirais aussi bien les communications à l'interne. Clairement, si on avait parlé mieux avec Mme Wilson-Raybould, si le premier ministre et elle s'étaient assis, s'ils avaient discuté, parce qu'il semble qu'on soit d'accord sur les faits, mais pas sur l'interprétation des faits. Donc, problème interne de communication. Ensuite, problème externe de communication. Pas donner toujours leur juste sur ce qui s'est produit, d'attendre de voir des faits arriver avant de réagir de la part des libéraux. Là aussi, ça a été échoué sur le plan de communication externe. Tout ça, parce que sur le fond même, vouloir sauver une entreprise,
ça me semble légitime, mais de la façon de le faire, je ne suis pas sûre. On peut même remonter au printemps passé où la loi a été adoptée pour venir en aide à ces compagnies-là. Oui. Une loi qui n'a pas été expliquée, qui n'a pas été débattue en catimini, dans un projet omnibus, dans un bill omnibus. Exactement. Ça? Tout ça me semble démontrer une maladresse assez grande du Parti libéral. Est-ce que vous voyez à ce stade-ci le jour où les libéraux vont reprendre le contrôle de l'agenda parce que vraiment, ils ont perdu l'hiver, là, avec la crise SNC-Lavalin? Est-ce que vous voyez le moment où ça va finir par arrêter? Je pense qu'étonnamment, c'est les conservateurs qui sont en train de leur donner le contrôle parce qu'aujourd'hui, on entend M. Scheer qui parle de la taxe sur le carbone. Finalement, on parle d'autre chose chez les conservateurs que de SNC-Lavalin. Donc, le temps va arranger les choses, je pense, pour les libéraux et peut-être que ça commence déjà. Déjà, regardez, le vendredi passé, avec les révélations, ça a déjà suscité moins l'attention que ce qui s'était passé précédemment. Il y a un certain essoufflement dans l'intérêt public et donc je pense que ça va diminuer tranquillement. Vous parlez d'intérêt public, c'est intéressant parce que, bon, on voit dans les sondages que la crise a fait mal aux libéraux quand même. Le plus récent sondage qui a été diffusé dimanche, hier, Main Street. On voit que les conservateurs mènent avec 37 des intentions de vote à l'échelle nationale, mais les libéraux ne sont pas très loin derrière, à 35 ils sont dans la marge d'erreur. Comment on explique que finalement, ça fait 9 semaines qu'on parle de la crise SNC-Lavalin, de l'affaire SNC-Lavalin, certains parlent du scandale SNC-Lavalin, et que les libéraux semblent pas si affectés que ça et que les conservateurs prennent pas autant d'appui dans la faveur populaire? C'est des mauvaises nouvelles pour les conservateurs. C'est-à-dire que les conservateurs, malgré ce scandale-là, si on peut l'appeler comme ça, n'arrivent pas à marquer des points plus que ça. Et donc, ce qui manque, c'est un peu la substance, c'est un peu un débat d'idées. Et avant que les gens qui ont voté pour les libéraux décident d'aller voter pour les conservateurs, il faut qu'ils soient convaincus que ça va être mieux de voter pour les conservateurs. Puis c'est pas ça qui semble se dessiner en ce moment. Alors, on n'est pas capable chez les conservateurs de proposer des idées qui vont aller chercher ces électeurs-là qui sont si importants pour eux. Oui, et les libéraux qui mènent toujours au Québec avec 36 des intentions de vote contre 22 contre les conservateurs. Ça démontre combien, justement, l'affaire est reçue, l'affaire SNC-Lavalin est perçue de façon différente au Québec que dans le reste du Canada. Oui, ça, il y a clairement une division, ça c'est clair. Puis je pense, bon, il y a ce dossier-là. Il y a la question de la laïcité qui vient de faire surface, qui va aussi diviser le Québec avec le reste du Canada aussi. Mais en gros, le dossier SNC-Lavalin a montré un peu des doutes qu'on avait sur la capacité de leadership de Justin Trudeau. C'est Justin Trudeau directement qui a été malmené par cette crise-là, mais ce n'était pas la première fois qu'il était malmené. On peut se rappeler son voyage en Inde, par exemple. Et donc, il faut faire la distinction entre la personnalité du chef et les idées du Parti libéral. Et dans l'ensemble, les idées du Parti libéral tiennent encore la route. Et le budget, d'ailleurs, a été bien reçu et continue à être bien reçu parce que, comme je disais tantôt, les conservateurs ne l'attaquent pas. Alors, pendant ce temps-là, il fait son petit chemin et puis les gens vont dire, bien, si je ne vote pas pour les libéraux à la prochaine élection, est-ce que je vais perdre la formation, le crédit pour la formation professionnelle, l'assurance médicaments, le premier logement, etc. Et les gens vont penser à ces sujets-là. Donc, la suite des choses, on va voir du sort qu'on va réserver à Mme Wilson-Raybould. On aura sans doute l'occasion de s'en reparler au cours peut-être de la semaine. Merci beaucoup, Mme Tellier. Ça fait plaisir. Merci.